Justice et Promotion, votre émission des droits. Et dans cette émission, nous avons l'habitude de recevoir Maître José Yombo Tipangila, qui se trouve être les patrons de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, afin d'éclairer votre lanterne dans les domaines des lois. Alors, déjà, nous avons organisé, réalisé une série d'émissions dont la thématique est les contrats de bail. On a énuméré des sortes de contrats de bail. Alors, dans cette dernière partie, nous comptons parler de la continuité de ce qu'on avait déjà abordé par rapport au bail professionnel, surtout dans son exécution. Maître José, bonsoir. Bonsoir, M. Clément. Voilà. Tout d'abord, pourriez-vous nous recadrer par rapport au contrat de bail? Combien de types de contrats de bail nous avons? Oui, pour une meilleure compréhension de la notion de bail, je pense qu'il faille, en tout premier lieu, définir ce que c'est que le bail. Oui, allez-y. Le bail est ce contrat par lequel une personne appelée bailleur met en location un immeuble ou une chose au profit d'une autre personne appelée locataire contre paiement d'un loyer. Voilà brièvement comment on peut définir le bail. Si nous devons chercher à savoir combien de types de bail nous avons, c'est simple. Il y en a deux types. Lesquels? Nous avons le bail à usage résidentiel, n'est-ce pas? Et le bail à usage professionnel. Les deux types de bail se fondent sur la nature d'activité pour laquelle on loue les bâtiments. Alors, brièvement, les bails résidentiels. Oui, le bail résidentiel, c'est comme le mot le dit, le bail à usage résidentiel. C'est-à-dire que le bailleur, ou plutôt le bailleur bien sûr, met sa maison en location pour en faire une résidence. Le locataire qui vient chercher une maison pour y habiter, pour fonder sa résidence ou son domicile, ce bail a un caractère purement résidentiel. Mais la loi sur le baux à loyer résidentiel qui régit le baux à loyer dans notre pays a fait allusion à un autre type de bail dans le bail à caractère résidentiel. C'est le bail socio-culturel. Quand est-ce qu'il y a bail socio-culturel? Il y a bail socio-culturel lorsque la location bénéficie à une association sans but lucratif. Sans but lucratif. Voilà. Lorsque une ASBEL vient allouer une maison, c'est assimilé à un bail à usage résidentiel. Voilà le premier type de bail. Le deuxième type de bail, c'est le bail professionnel. Oui. Dans le bail professionnel, il y a une profession. Ça veut dire quoi? Dans une activité professionnelle. Il y a une activité professionnelle. Oui. Donc pas de résidence. Et cette activité professionnelle peut être le commerce, peut être l'artisanat et toute autre profession pour laquelle une pareille location peut être requise. Ce bail est un bail professionnel. Et lorsque un bail est professionnel, il est régi par des dispositions de la loi OHADA. Comme vous l'avez expliqué en détail l'autre fois. Bien sûr. Alors, quand est-ce que ces bails professionnels pratiquent fin? C'est peut-être quand il y a décès d'une des parties ou quoi? Bon, avant de parler de la fin d'un bail professionnel, il serait logique de parler de la durée d'un bail professionnel. Qu'est-ce que la loi prévoit? Eh bien, parlez brièvement parce que vous l'avez détaillé dans l'émission précédente. Tout à fait. La loi prévoit que le bail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et puisque nous parlons du bail à caractère professionnel, la loi OHADA accepte que ce bail peut même être verbal. Ça peut être verbal. Ça peut être verbal, tout comme ça peut être écrit.
Quant à la durée, il appartient aux parties d'en déterminer. S'ils n'en déterminent pas, c'est un bail à durée indéterminée. Et en ce moment-là, lorsqu'il faut le rompre, il y a des formalités à remplir pour en arriver à la fin de ce bail. Mais maintenant, la question que vous posez... Ouais. Est-ce que ça prend fin par les décès d'une des parties? Pas du tout. Le bail ne prend pas fin à la suite de décès d'une des parties. Là, il faut faire un distinguo. Il faut faire une distinction, pour bien parler, Laquelle? entre un preneur, personne physique, et un preneur, personne morale. Alors commençons par un preneur personne physique. Lorsque une personne physique vient à mourir alors qu'il était locataire dans un bail à usage professionnel, le bail ne se rompt pas. Le bail continue. N'est-ce pas? Et le bailleur, pour autant que le bail continue, le loyer doit être payé. Donc il y a continuité du contrat. Il y a continuité du contrat. Et si la personne physique est célibataire? Et si la personne physique est célibataire, elle peut être mariée ou célibataire, il n'y a pas d'incidence, parce que même célibataire... La personne physique est mariée, son conjoint ou sa conjointe peut continuer avec les contrats. Ou ses enfants. Ou ses enfants. N'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'il est célibataire, il y a une succession qui doit s'organiser. Laquelle? La succession. Pour les biens notés. C'est-à-dire qu'une personne, même célibataire, qui a des biens, peut avoir des héritiers. N'est-ce pas? Peut avoir des héritiers. Comment expliquer? Et ce sont ces héritiers-là qui viendront pour continuer le bail. Ça suppose quoi? Ça suppose que la famille du défunt doit organiser la succession, doit dire qui doit continuer à gérer les biens qui étaient dans l'immeuble loué. Donc, en d'autres termes, la succession ou la reprise des bails n'est pas automatique, il y a des formalités. Bien sûr, mais sinon plusieurs personnes viendraient à la succession du défunt. Alors, quelles sont ces formalités? L'essentiel des formalités. Ce sont les formalités de succession qui sont réglementées par le code de la famille. N'est-ce pas? Il a des frères, il a des parents, il a des sœurs. C'est ceux-là qui sont appelés à son héritage qui devra décider du liquidateur, n'est-ce pas? Et le liquidateur devra régir la succession. Évidemment, dans combien de temps cette formalité-là, puisque en Afrique, vous savez que les deuils durent. Hein? Je pense que la loi a donné 60 jours pour lever l'option de la continuité du bail lorsque une personne physique vient à mourir. Alors, pour ce qui est de la personne morale... Non, d'abord, avant de terminer avec la personne physique, Oui. s'il y a plusieurs membres de cette famille qui se disputent la continuité du contrat de bail, quelle serait la solution? Oui. Si plusieurs membres de la famille se disputent la continuité du contrat de bail, le bailleur a l'option de saisir le tribunal pour que le tribunal en décide. Et c'est la personne qui sera désignée par le tribunal qui va continuer le bail. Alors, qu'arrivera-t-il à l'absence de toute demande de la succession? En absence de toute demande de la succession, le bail prend fin de plein droit, si cette formalité n'est pas réalisée. De plein droit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres formalités à accomplir pour que le bail prenne fin. Donc, vous devez libérer les lieux. Ça prend fin. En d'autres termes, on coupe les contrats. On rompt le contrat. Oui. Sans formalité. Et Parce que le l'argent, délai... par exemple, de la garantie qui devait être récupérée, il n'y a personne pour récupérer. Non. Bon, mais écoutez, c'est comme vous le dites, c'est une garantie. Le bailleur devra d'abord voir plutôt si le bailleur, en occupant, n'a pas endommagé la maison. S'il n'a pas endommagé la maison, c'est la personne habilitée à succéder au locataire à qui on devra remettre la garantie locative.
Ça, c'est pas un problème. Alors, qu'advient-il quand vous sembliez déjà l'introduire avec une personne morale? Oui, la mort de la personne morale n'est pas aussi subite que la mort d'une personne physique. La mort de la personne morale est programmée. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire si je comprends bien, elle est aussi concernée par le décès. Elle est concernée non pas par le décès, parce que la personne morale n'a pas d'âme, n'a pas de corps physique, mais elle a des organes, elle a un fonctionnement. Lorsque une personne morale... Sauf que, vous savez, quand, par exemple, une société tombe en faillite, c'est fini, non? Mais voilà, c'est ça le décès. Il peut tomber en faillite. La loi peut décider que cette société n'est pas viable parce que l'objectif poursuivi n'est pas conforme à la loi. Ils font le blanchiment. On peut décider de la dissolution. Mais dans cette dissolution... Ça, c'est la mort d'une personne morale. C'est la mort d'une personne morale, n'est-ce pas? Et elle n'est pas brusque. Elle est organisée. Programmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une société tombe en faillite, on nomme un liquidateur. Quel est le travail du liquidateur? Le liquidateur a le devoir de réaliser l'actif et de constater le passif, de procéder au paiement. N'est-ce pas? Ce sont là les obligations du liquidateur. Et pendant ces temps, le bailleur a droit à son loyer. Jusqu'à la clôture des comptes, n'est-ce pas? Jusqu'à la clôture des comptes. Et que s'il y a un bonus de liquidation, les associés se le partagent. Et enfin, la décision de dissolution, lorsqu'elle est totalement réalisée, on doit libérer les lieux. Alors, si les liquidateurs ne respectent pas ces obligations, que doivent faire les bailleurs? Le bailleur saisit le tribunal. Il saisit le tribunal contre les liquidateurs. Oui. Le bail, il faut considérer que même lorsque la personne morale venait à mourir, passez-moi les termes du contrat n'ont pas changé. C'est toujours le même contrat qui continue. C'est toujours les mêmes obligations de part et d'autre. Et toutes les conditions qui ont concouru à la réalisation, à l'exécution, doivent être respectées. Dans des conditions pour la liquidation, il y a ce qu'on appelle la mise en demeure des 60 jours. Oui, mais la mise en demeure de 60 jours, c'est lorsque le liquidateur ne paye pas le loyer. Le bailleur est fondé à lui faire une mise en demeure, de se remettre à l'ordre. Passer ce délai, s'il n'y a pas de réaction, eh ben, le bail prend fin de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formalité. Donc là, c'est au terme des 60 jours. Oui. Les 60 jours, si les liquidateurs ne s'exécutent pas, oui, le bail prend fin. Prend fin, automatiquement. Automatiquement. Oui. Et en ce moment-là, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que vous devez libérer le lieu. Au cas où cette entreprise, cette personne morale, avait des dettes du bailleur, donc les loyers impayés, qu'est-ce qui arrivera? La saisie. C'est simple. L'autre fois, je vous ai dit que l'une des obligations d'un locataire, c'est d'équiper la maison. Mais dans un bail professionnel, on vise le patrimoine du locataire. Et on pratique la saisie. Allez-y. Oui, on pratique la saisie. Et pour se faire payer, en même temps qu'on demande au tribunal un déguerpissement forcé. Parce que le bailleur ne peut pas de lui-même se mettre à jeter les biens du locataire dehors. C'est réglementé. C'est interdit par la loi. C'est interdit. C'est le tribunal qui décide du déguerpissement. Ça, c'est ce que vous dites. Mais, excusez-moi, à Kinshasa, quelquefois, on voit que ce soit dans des bails à usage résidentiel et quelques bails à usage professionnel. Donc, les bailleurs qui décident de passer en force, peut-être au tribunal, ça traîne, ou à l'habitat, et ils décident de brutaliser les locataires. Ça, c'est à Kinshasa. Oui, mais c'est des cas rares. Je pense que c'est des cas rares. À ce moment-là, quelles seraient les conséquences?
Non, mais écoutez... Les bailleurs qui va dire devant les autorités que ces messieurs ici ne m'inspirent plus confiance. Et moi, je suis dans les besoins, je dois percevoir la garantie de notre locataire. Oui, mais c'est imprudent pour le bailleur de se comporter comme ça parce que lorsque vous évacuez le bien alors que vous n'en avez pas le ministère, est-ce que vous allez assumer les pertes qui peuvent survenir? Le bailleur serait fragile, d'autant plus que dans ces conditions-là, parce qu'il a commis une faute, le locataire peut alléguer qu'il a perdu des choses de valeur qui équivalent à ce qu'il réclame. Voilà qu'un droit qui était clair, peut devenir compliqué. Donc ça peut retourner bien sûr, à la compte. Nul n'a le droit de se rendre justice. C'est bien connu. Maître José, cette matière, c'est vraiment sensible puisque de nombreux téléspectateurs, ils prêtent attention. Et comme c'est les derniers numéros, je vais poser certaines questions vraiment, je dirais, du vécu quotidien ici en Kinshasa. Et après, vous allez faire une sorte de conclusion afin de rafraîchir la mémoire de nos nombreux téléspectateurs par rapport à ce qu'on a évoqué dès le début, parce que ça c'est je dirais, le 4e numéro de cette série d'émissions, les contrats des bails. Alors, il y a des bailleurs ici à Kinshasa. Quand on leur verse la garantie, par après, les locataires qui seraient peut-être dans l'obligation de miter ailleurs ou de vouloir quitter l'endroit, il revient vers son bailleur pour demander cette somme-là. Les bailleurs les fait attendre, même pendant des mois. Il y a des locataires qui doivent voyager à l'extérieur du pays. Il y a des entreprises qui deviennent grandes et qui veulent prendre d'autres espaces. Alors ils sont pénalisés, ces locataires-là ou ces entreprises-là. Ils doivent attendre pendant longtemps. Alors, selon vous, quelle devrait être l'application de la loi à la matière? Bon, ce n'est pas tellement selon moi, mais selon la loi. Il faut différencier le bail à usage résidentiel du bail à usage professionnel. Dans le bail à usage résidentiel, cette pratique-là a été constituée en infraction. En infraction? Oui. Si une plainte est déposée au parquet contre un bailleur qui ne sait pas restituer la caution qu'il a valablement perçue au début du bail, c'est un abus de confiance. Et il peut être inquiété et poursuivi. Et il va sans dire que cette pratique qui consiste à dire « vendez la garantie », c'est illégal. N'est-ce pas? La garantie ne doit pas être affectée au paiement du loyer. C'est interdit par la loi. C'est interdit lorsque les deux personnes, notamment le bailleur et le locataire, ne s'accordent pas là-dessus. C'est lorsqu'ils ne s'accordent pas là-dessus que ça pose problème. Bon, parce que, juste une question de relance. Oui. Il y a des bailleurs qui disent que, écoutez, je ne suis pas une banque pour garder votre argent. Attendez que je trouve un autre locataire. Alors, attendant qu'on trouve un autre locataire, ça prend du temps. Non, il n'y a pas que des banques qui gardent l'argent. Il n'y a pas que des banques qui gardent l'argent. Lorsqu'on dit que c'est une caution, donc c'est consigné. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas ce qu'ils veulent qui doit être appliqué. Quand vous dites que c'est une garantie, mais la garantie doit être présente. Est-ce que vous pouvez vous dire, écoutez, bon, je vous donne ma maison en hypothèque et en même temps vous la vendez? Non. Pas du tout. Donc, c'est le gage de la bonne exécution du contrat. La garantie locative est destinée aux réparations locatives. Si, du fait du locataire, il y a eu dommage sur le bien loué, c'est en cela, c'est dans cette garantie
que le bailleur puise pour réparer les réparations. Donc là, c'est locatives. après constat déjà. Après constat. Alors, qu'en est-il lorsque un commerçant vous dépose sa garantie? Donc là, c'est bail à usage professionnel. Bail à usage professionnel. Lorsque vous privez un commerçant de son dû, on peut vous faire payer des dommages et intérêts. Donc, si la garantie était de 6 000 $, vous pouvez vous voir payer 8 000. Vous pouvez vous voir payer 8 000. Là, c'est quand déjà il y a les délais là qu'on appelle préavis qui entrent en jeu et que les bailleurs est prévenu de la rupture du contrat. Alors, au terme, ils n'arrivent pas à restituer la garantie. Il y a l'amende qui s'applique. Oui, mais le préavis, c'est comme vous l'avez si bien dit. Celui qui veut rompre préavise. Que ce soit les locataires ou les Vous bailleurs. avez reçu 6 mois, le préavis, vous devez vous préparer à restituer la garantie locative. Et vice-versa. Donc, s'il vous arrive de bloquer La garantie du locataire. l'argent d'autrui, c'est un manque à gagner. Et pour le manque à gagner, il n'y a que des dommages et intérêts qui peuvent réparer ça. Et les dommages et intérêts sont décidés par le tribunal. Dans les bails à usage résidentiel, vous aviez précisé que les bailleurs ont droit à la visite selon les termes du contrat. Ça peut être des fois tous les 6 mois et les locataires devraient être avertis. Est-ce que dans les bails à usage professionnel, c'est la même chose? Oui, le bailleur n'est pas habilité à venir... Dans une entreprise, son locataire visiter n'importe comment. Oui, non. Et bon, vous savez, mais quand c'est un magasin, par exemple, le bailleur peut aussi venir comme un client. C'est dans le bail... C'est une sorte d'astuce. Oui, bon, mais il peut venir comme client, regarder, sauf si, lorsque le droit de visite est organisé dans un bail à usage professionnel, il peut accéder au dépôt, il peut accéder à toutes les installations, à l'usine, et ainsi de suite. Mais si c'est pour une maison où il y a un seul magasin, il peut venir comme un client. Maître José Yombo Tipangila, une question vraiment très sensible, puisque dans la partie précédente, vous avez parlé même de l'État qui peut être aussi locataire. Oui. Alors, quand les locataires État ou l'État n'honorent pas les contrats, où est-ce qu'on peut l'acquiser? Non, mais... Parce que les tribunaux, les cours des tribunaux, c'est à l'État. Oui, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre parce que quand vous parlez de l'État, Oui. les gens ne voient pas bien la chose, n'est-ce pas? C'est la République, Oui. n'est-ce pas? Vous avez un ministère qui loue chez vous. Le ministère n'a pas de personnalité juridique. C'est la République démocratique du Congo qui signe le contrat avec vous. N'est-ce pas? Et lorsqu'il a signé le contrat avec vous, c'est par le biais du ministre de la Justice que ce contrat est signé. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez assigner la République démocratique du Congo, vous l'assignez en faisant venir le ministère de la Justice. C'est une partie au procès comme tout autre procès. Et lorsque le juge décide du déguerpissement, c'est toujours les huissiers de justice qui viendront et qui vont jeter les bureaux et les paperasses dehors. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Oui. Avec votre expérience, vous avez vu ça? Si, on a déjà déguerpit vu. On a déguerpi les bureaux de l'État. On déguerpit et l'État se retrouve dehors. Et il peut même être astreint à des paiements de dommages et intérêts qui seront en fait convertis dans une dette publique intérieure. Ça, ce n'est pas facile. Hein. Il faut avoir un avocat peut-être Oui, qui sait présenter la chose. mais non seulement l'avocat, même des individus qui savent, qui connaissent leurs droits, ils peuvent suivre le droit et faire enregistrer sa créance comme une dette publique intérieure. Bon, je sais que c'est difficile pour arriver à obtenir paiement,
c'est sélectif, c'est parfois la corruption qui intervient, c'est le système des commissions, mais il y a des gens qui réussissent à se faire payer. Ça montre alors que donc les droits est opposable à tous, comme vous dites. Oui, mais le droit est opposable à tous, la loi est opposable à tous. On dit bien que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça le sens qu'il faut donner à cette expression. Alors, ici à Kinshasa, et nous sommes en train de chuter petit à petit, nous voyons souvent des locataires ignorer un principe. Je pense que vous allez mieux expliquer quand les bailleurs ajoutent les loyers, n'est-ce pas? Alors que les contrats de bail étaient déjà entamés pour des raisons, je ne sais pas, des taux, des devises ou quoi. Écoutez, vous payez ma maison ou mon bâtiment $1000. Maintenant là, je vous fixe à $1500 par mois comme loyer. Alors, la question, à la sortie ou à la rupture du contrat, est-ce qu'il y aura réajustement de la garantie ou bien ça va demeurer statique? Bon, ça c'est une question qui a son pesant d'or dans le bail à caractère résidentiel. La loi dit ceci. Oui. Lorsque vous modifiez le prix des loyers, vous majorez le loyer comme on en a l'habitude de voir ici à Kinshasa, la loi exige que lorsque vous devez restituer la garantie, vous la restituez au dernier taux pratiqué dans le loyer. Donc, x3 du dernier taux pratiqué Du dans le loyer. dernier taux, si le bail a commencé à $300, qui est en cours de bail, vous le majorez à $500. À la rupture de contrat, vous n'allez pas rembourser $900, vous allez rembourser 1200. Donc, c'est plutôt 1500. C'est au dernier taux de loyer pratiqué Oui. que vous remboursez la garantie. Mais à usage professionnel, ce n'est pas la même chose. À usage professionnel, il faut aller devant le juge. Il va statuer. Le droit, oui, le juge. Il va apprécier. Oui, doit apprécier. Parce que dans le droit au HADA, tout a été en fait monté et conçu pour que le commerçant ou le locataire qui exerce son artisanat ne puisse pas être à la merci du bailleur. Il ne peut pas être à la merci du bailleur. Vous vous imaginez que un bailleur qui, du fait des gros travaux de réparation, Oui. prive un locataire de la jouissance totale du bien loué, le droit au HADA prévoit la diminution du loyer. La diminution du loyer au prorata de la privation qu'il est en train de subir. C'est prévu. Donc on ne peut pas se réveiller le matin et bon, écoutez, ça passe de 2000 à 5000. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc tout a été réglementé, ouais. Et le juge OHADA a tous les pouvoirs pour trancher ce genre de conflit. Oui, mais une chose aussi est vraie pour notre pays, la République démocratique du Congo. Souvent, on voit les locataires en général ignorer leurs droits dans les bails. Alors, est-ce sont les habitudes ou bien tout simplement on trouve que les bailleurs est en position de force, comme on dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure? Non, écoutez, le contrat de bail n'est pas un contrat d'adhésion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat de bail, c'est un contrat négocié. Lorsqu'un contrat est négocié, c'est la loi des parties. Donc les deux doivent être doivent respecter. Personne n'est en position de force vis-à-vis de la loi. Donc c'est notre loi que nous avons mise en place, nous devons la respecter. Quiconque sort de la loi, il devient faible. Il devient faible.
Mais nous avons plus tendance à considérer que le locataire est dans une position de faiblesse parce qu'il a des enfants dehors, il a la femme dehors et qu'on a tendance à pencher vers le locataire. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour des raisons humanitaires, on peut accorder des situations où que le locataire peut confondre à un droit. Mais sinon, si on applique la loi, on applique uniquement le contrat qui a été signé. Alors, pour les bails à usage professionnel, les locataires qui est une personne morale, une indécis par exemple, et une nuit comme ça, ou un jour, l'indécis prend feu. Alors, après enquête, on constate que l'installation faite par les bailleurs, les propriétaires de ces lits-là, n'était pas quelque chose, techniquement parlant, de professionnel. Alors, qui va réparer les dégâts? Qui va payer les manques à gagner du locataire? Il est un principe de droit qui voudrait que toute faute commise par un individu, il est obligé de la réparer. Si vous arrivez à démontrer que le bailleur n'a pas respecté les règles d'art, je m'excuse, si vous arrivez à démontrer, parce que le propriétaire du compteur, c'est la SNEL, si vous arrivez à démontrer qu'il s'est passé de la SNEL, des ingénieurs de la SNEL, il a tripoté, eh bien c'est une faute. Il sera obligé de réparer. Certes, ça peut être colossal, mais parfois les commerçants ont des assurances incendie. Et quand ils ont pris des assurances incendie, encore que l'assureur veille aussi à chercher des fautes. C'est la même chose aussi. Oui, vous êtes assuré, ouais, mais vous ne pouvez pas vous permettre vous-même de provoquer l'incendie et ouais, d'aller voir l'assureur. Ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose avec un bâtiment qui s'écroule parce que ça n'était pas bien construit. Mais là, il y a mort d'homme. On dit que les bailleurs, on les avait prévu par les cadastres ou les services appropriés, limités à 3 niveaux. Sa construction, il est allé au-delà des 5. On a vu ça à Kinshasa ici, hein, oui, quelque part là, Beau Marché ou ailleurs. Oui. Alors là maintenant, c'est l'arrestation du bailleur parce qu'il y a mort d'homme ou... attention, oui. Attention. Est-ce que c'est le bailleur qui construit? Ou c'est l'architecte? Non, il y a des bailleurs qui disent aux architectes, écoutez, moi, je me passe de la loi, allez aux 5 niveaux. Non. Allez à 5 niveaux, par exemple. Un malade vient vous dire, moi, j'ai guéri avec l'acide sulfurique. Vous allez dire, vous, médecin, personne formée, vous allez dire à ce patient, non, comme vous avez demandé l'acide sulfurique, je vous injecte, parce que vous l'avez demandé. C'est vous le technicien. C'est vous qui savez que ce sol ne peut pas supporter 5 niveaux. Vous devez refuser. Et vous, en tant que technicien, si vous refusez, le propriétaire viendra construire lui-même. C'est vous qui construisez. Parce que lorsqu'il y a une société qui gagne le marché de construction, il est responsable. Il est responsable. Il doit faire le travail selon les règles de l'art. Et c'est ça la responsabilité de l'entrepreneur. Vous n'allez pas vous cacher derrière le vœu pieux d'un propriétaire de l'immeuble qui vous a dit, bon, je voudrais quand même avoir 10 niveaux. Hein, mais non. Et vous vous mettez à construire comme un malade et vous ne tenez pas compte des normes. Non. En tout cas, les matières traitées sont claires avec Maître José Yombo Tchipanguila de l'Asbel, les Salomon Justice et Promotion. Moi-même qui suis ici sur les plateaux ici, je suis en train d'être édifié. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on va donner donc la parole à Maître José pour conclure cette longue série d'émissions par rapport au contrat des bails. Maître José, on a traité une thématique aussi large sur les contrats des bails.
quelle serait votre conclusion? Non, la conclusion est simple. Dans un contrat de bail, nous avons un immeuble qu'on met en location. Et cette location peut servir de résidence ou peut servir de bureau à une association sans but lucratif. Dans ces conditions-là, on parle d'un bail à usage résidentiel. Tandis que lorsque l'immeuble loué est voué aux activités professionnelles, notamment le commerce, l'artisanat, les professions libérales et toute autre profession, on parle du bail à usage professionnel. Il faut retenir que ces deux bails ne sont pas régis par la même loi. Les bails à usage résidentiel sont réglementés par la loi numéro 015 portant réglementation des bails, plutôt de bails à usage résidentiel, et les bails professionnels sont régis par la loi OHADA. Et dans les deux cas, qu'il s'agisse du bail à résidence à vocation résidentielle ou des bails à vocation professionnelle, les locataires ont des droits, les locataires ont des obligations. Il en est de même dans le bail résidentiel. Il y a des droits et des devoirs qui s'imposent à toutes les parties. Et nous pouvons terminer nos émissions en exhortant les compatriotes à s'intéresser aux devoirs, aux droits et aux obligations de toutes les parties, parce que le contrat de bail fait partie des contrats usuels. Ok, Maître José, merci en tout cas. Je vous en prie, vous M. avez Clément. été disponible. On sait que vous êtes très occupé. Par moment, il y a des voyages, mais écoutez, c'est pour éclairer votre lanterne qu'on a dû concevoir cette émission par les trichements des Maîtres José Yombo Tipangila, comme je le disais, de l'ASBEL Justice et Promotion. Et là, nous mettons un point final à cette grande thématique, les contrats de bail. À la prochaine opportunité pour d'autres thématiques.